Positech présente Au-delà de nos frontières, une série de podcasts réalisés avec plusieurs musées du réseau qui s'interrogent sur l'histoire de l'industrie, des savoir-faire et métiers de notre région et leur place dans le monde. Pour ce premier numéro, nous rencontrons Lorelai, anthropologue, et Lucie, coordinatrice d'un centre de visite assez spécial, celui de la Commonwealth War Graves Commission en France, situé à Borin, non loin d'Arras dans le Pas-de-Calais. Le Commonwealth est un ensemble de 54 pays et territoires liés par leur passé au sein de l'Empire britannique, avec pour chef le roi Charles III. Aujourd'hui, 6 de ces nations qu'on appelle les États membres gèrent la Commonwealth War Graves Commission. Le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde et l'Afrique du Sud. Nombreuses populations de ces États ont donc combattu sous le drapeau du Royaume-Uni et aujourd'hui, les équipes de cette organisation ont pour mission la commémoration de ces citoyens morts pendant la Première et Seconde Guerre mondiale. Cette même équipe est composée d'horticulteurs et d'artisans chargés de l'aménagement et de l'entretien des sites de mémoire et de tombes de ces disparus. La Commonwealth War Graves Commission intervient également régulièrement lorsque des dépouilles de soldats portés disparus sont découverts lors de chantiers, fouilles archéologiques ou par les agriculteurs. Nous vous souhaitons à tous une très bonne écoute. Ce joli témoignage commence par l'histoire de la Commission et celle de son équipe engagée. La Commission, c'est une grande institution qui est internationale et pluridisciplinaire parce qu'elle va réunir donc plusieurs pays du Commonwealth qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale. Et pluridisciplinaire parce que vous allez voir, en fait, on a des services qui sont différents. On a une équipe Works, on a une équipe Hort, on a des personnes qui sont spécialisées dans la gravure, des personnes qui sont spécialisées dans la ferronnerie. Puis vous avez aussi très récemment 2 scientifiques. La commission se charge en fait de commémorer, d'abord de récupérer, de commémorer tous les soldats du Commonwealth qui ont été sur les champs de bataille pendant la Première Guerre mondiale, puis la Seconde Guerre mondiale. Dans le Nord, mais dans l'Est également, il reste des tranchées, les champs de bataille sont encore très présents dans la vie quotidienne, et quand ils font des travaux, c'est pas inhabituel de trouver des restes d'obus, des casques, du métal, tout. Et notamment des soldats. Il y a 99 000 soldats du Commonwealth qui n'ont pas de formal grave, de sépulture connue. La Recovery Unit, c'est-à-dire l'unité dans laquelle nous on travaille aujourd'hui, elle est composée que de 2 personnes, Stéphane et moi-même. Et au départ, en fait, c'était du volontariat. Quand, pendant la Première Guerre mondiale, Sir Fabian Ware a lancé en fait cette initiative d'aller récupérer les corps sur les champs de bataille. Et donc systématiquement, les corps étaient identifiés, enregistrés et marqués. Enfin, en tout cas, les graves, les sépultures étaient marquées. Et puis, à la fin de la Première Guerre mondiale, vers je crois 1921, les autorités du Commonwealth ont donné pouvoir justement à ce qu'on appelle l'IWGC, c'est anciennement la Commonwealth War Graves Commission, de s'occuper justement officiellement des sépultures de ces soldats. D'accord. Donc à partir de 1921 jusqu'à après même la Seconde Guerre mondiale, c'était comme ça. Il n'y a plus eu de recherche proactive de corps après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire pendant les années 50, pendant les années 50-60. Et puis, vers les années 2000-2010, on a été appelé, je dis on, la commission, a été appelée pour des découvertes fortuites de corps. Alors, on a des squelettes, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas encore ça reste encore du volontariat. Donc, on a l'équipe, des personnes de l'équipe horticole qui ont commencé à aller chercher ces corps-là. Sauf qu'il n'y a pas cette approche scientifique ou archéologique. Une des missions importantes de la commission est d'aider à l'identification. Comme l'explique Lorelai, la CWGC n'a pas l'adjudication pour statuer sur l'identification des individus. Le site de l'hôpital de Lens
c'est un grand chantier. Et il y a forcément aussi un champ de bataille ici. Et ça s'est terminé il y a quelques mois. On a eu d'un coup 120 soldats à récupérer. Donc je vous laisse deviner qui s'occupe de ces 120 soldats, qu'est-ce qu'on en fait. Ça justifie justement pourquoi j'ai été embauchée. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin en fait, de cette accréditation scientifique pour justifier aussi auprès des pays membres. Parce que la Commonwealth n'est pas seul décisionnaire. Vous avez des comptes à rendre au Canada, à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, à l'Afrique du Sud, à l'Inde. Plus de ça, la Commission s'est rendue compte. Enfin, la politique de la Commission, là, depuis un an, en fait, elle s'oriente énormément sur la communication. Vous regardez sur Google, etc., vous verrez, par exemple, il n'y a pas de publication d'ossements, de restes humains, il n'y a pas de publication scientifique sur les individus, les soldats du Commonwealth. C'était très tabou, ce genre de choses. Et donc les artefacts, c'est pareil. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça implique quand même plusieurs pays dont les mœurs éthiques, culturelles sont différentes. Donc nous, on ne peut pas en fait initier quelque chose sans leur autorisation. Une fois que l'individu est amené au labo, on va le nettoyer, ainsi que ses artefacts. On va le réassembler, parce qu'on a besoin de savoir combien on a d'individus. Parce qu'encore une fois, ça peut paraître assez évident, mais c'était une guerre destructrice. J'ai pas des corps entiers. Parfois, on a juste des jambes. Et j'ai besoin de savoir, il y avait combien de personnes qui se sont fait exploser à cet endroit-là. Donc, c'est ce genre de réalité. Et donc on va faire ça, on va faire ce qu'on appelle un profil biologique. D'accord. Donc on va estimer le sexe, on va estimer l'âge, la stature, les pathologies, les traumatismes et encore toutes les caractéristiques qui peuvent contribuer à l'identification. Mais c'est là que la nuance elle est importante, c'est que la commission ne se charge pas de l'identification formelle des individus. Nous, on fait vraiment un grand travail de documentation. D'accord. Parce qu'une fois que c'est fait, on va envoyer le rapport. Même les recherches archivistiques et historiques va être fait par une autre équipe qui est basée à Maidenhead. Et ce rapport-là, on va l'envoyer au ministère de la Défense du pays membre concerné. Et c'est eux, officiellement, qui vont se charger de l'identification, qui vont faire les recherches complémentaires comme les analyses ADN, les analyses isotopiques, si vous voulez. Mais voilà. Mais que l'individu soit identifié ou non, il sera quand même réinhumé avec les honneurs militaires. C'est pour ça que vous voyez dans les cimetières, quand vous avez une découverte fortuite de restes humains en France, vous contactez la gendarmerie ou la police, peu importe. Même si vous n'êtes pas sûr que c'est humain, vous contactez quand même la gendarmerie. À partir de là, eux vont constater si c'est archéologique, si c'est médico-légal, ou si ça a un profil militaire, type Première, Seconde Guerre mondiale, surtout dans la région. Si ça a un profil militaire, là vous avez 3 institutions qui sont en charge de ces restes humains. Vous avez en France l'ONAC-VG, la CWGC qui s'occupe des soldats du Commonwealth, et vous avez le VDK qui s'occupe des soldats allemands. Les 2 guerres mondiales ont fortement marqué les populations qui les ont vécues, mais aussi les paysages qui les ont supportés. Elles continuent de marquer des générations diverses et étrangères, comme l'histoire unificatrice, qu'on se raconte et qu'on ne doit pas oublier. Les marques du souvenir peuvent prendre des formes étonnantes. Vous avez des générations totalement différentes. Vous avez aussi bien papy 90 ans, parce que ça le touche et qu'il a été élevé à côté d'un cimetière, parce qu'il y a aussi ça, je vous parle des guerres, mais il faut savoir que les cimetières de la Commonwealth sont extrêmement présents dans la région, et ils ont tous leur histoire avec les cimetières. Vous prenez le temps de parler avec papy 90 ans, il va vous raconter que quand il était minot, avec son papa, il a récupéré les obus à côté du cimetière pour s'en débarrasser, ce genre de choses. D'accord. Donc je reviens en fait sur cette idée il y a une vraie proximité des relations entre cette guerre, les cimetières, ces gens qui sont tombés au combat et puis les gens aujourd'hui avec
les générations différentes. En vrai, il n'y a pas de frontières. Vous avez des gens du fin fond de la Nouvelle-Zélande qui vont venir quand même jusqu'à Borin, jusque dans un petit patelin du nord pour aller se recueillir. Vous avez régulièrement des Australiens qui aiment en fait faire le tour des cimetières et se recueillir aussi, aller à Villers-Bretonneux notamment. Le centre de Borin est aussi un cœur de production artisanale pour fournir au cimetière de la CWGC des tombes et cercueils adéquates. Lorelai et Lucie nous racontent ces échanges de savoir-faire et de matériaux que l'équipe entreprend à l'international pour entretenir des sites d'exception. C'est le seul endroit dans le monde entier où on produit les fameuses pierres tombales. Et la commission de Borin va quand même les livrer partout dans le monde après. Donc ça peut être aussi bien en Irak que les îles Samoa. C'est aussi dans les pays à part. Enfin, ça, c'est pour les cimetières du Commonwealth. D'accord. Mais par exemple, les îles Samoa ne font pas partie du Commonwealth. C'est pour ça, oui. Mais on va en livrer là-bas. La Grèce ne fait pas partie non plus du Commonwealth, mais on a des cimetières. Et les pierres tombales vont être différentes d'un environnement à un autre. Il y a des problématiques environnementales qu'il faut prendre en compte. Par exemple, au Japon, vous avez, ou même ailleurs en Asie, vous avez des endroits qui sont très instables sur le plan sismique. Et donc, faire des pierres tombales, comme vous avez l'habitude de les voir là dans les cimetières, c'est pas possible. Donc, ils ont fait par exemple des petites plaques. D'accord. De la même manière, vous avez des endroits où il y a l'air marin qui va être particulièrement abrasif pour certains types de pierres. Donc ils ont choisi d'utiliser par exemple un marbre particulier. Il y a un côté très adaptatif pour les pierres tombales d'un pays à un autre, et même pas seulement d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Donc en fait on utilise une trentaine de types de pierres, une vingtaine de types de marbre partout dans le monde. Et donc c'était vraiment un choix qui était fait à l'époque par l'architecte, en respectant quand même certains principes, à savoir que la Portland, c'est celle qui a été choisie pour 3 critères. Le premier critère, c'est que c'était une pierre qui était d'origine anglaise. Déjà à l'époque, on a la pierre sous la main. De 2, c'est une pierre qui est calcaire, donc un peu moins chère au niveau des coûts, en sachant qu'il y en avait une grande quantité qui allait être produite. Et de 3, il y avait un attachement pour cette pierre-là, puisque c'est celle qui a été utilisée pour construire la cathédrale Saint-Paul à Londres. Donc ça a été la première pierre qui a été choisie. Après, les autres critères étaient aussi en fonction de la localisation du site, à savoir que des sites qui sont en Afrique du Sud ou au nord de l'Écosse, où on n'aura pas nécessairement, c'est des petits sites avec quelques tombes, on sait qu'on ne va pas passer énormément de temps sur place régulièrement. Là, on va choisir des pierres qui sont beaucoup plus solides, comme du granit, par exemple. Et on fait aussi attention au climat. Le marbre qu'on utilise en Méditerranée n'est pas adapté pour les sites du nord de l'Europe avec le fort taux d'humidité qu'on a. Donc il y a toutes ces problématiques-là qui étaient abordées par l'époque par les architectes. Mais le point important, c'est que nous, aujourd'hui, on est vraiment dans un respect des sites. On est dans une logique, d'une politique de préservation d'un patrimoine historique et culturel. Donc maintenant, lorsqu'on remplace un type de pierre, on le remplace avec le même type de pierre si on a encore les ressources naturelles qui sont disponibles et qui sont de bonne qualité. De manière générale, c'est l'Europe. On n'a pas de carrière en Afrique, on n'a pas de carrière en Asie. C'est vraiment des pierres qui sont européennes. D'ailleurs, faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'était beaucoup plus simple aussi pour les architectes d'aller piocher dans les pierres où ils savaient qu'ils allaient avoir l'accès facilement. Donc c'est pour ça qu'on a principalement des carrières en Angleterre, en Italie et en Europe de l'Est. On en a également une en France. Ça dépend, ça peut être par cargo, ça peut être par transport ferroviaire. Alors par avion, ça peut arriver, mais c'est surtout en fait dans l'autre sens que ça fonctionne. C'est surtout quand nous, on a fini la gravure, on peut effectivement les expédier par convoi aérien militaire. C'est assez rare. Mais de manière générale, effectivement, ce sont des cargos. Ensuite, on a les camions qui prennent le relais. Elles nous sont en fait expédiées directement à la bonne taille, à la bonne forme. Et nous, on se charge de la gravure. On peut
se charger de tailler des choses spécifiques, comme les croix du sacrifice, pierre du souvenir, banc en pierre. On a un atelier de découpe de pierre qui est situé en haut. Mais de manière générale, tout nous arrive aux bonnes dimensions parce que ça nous fait une gestion des déchets beaucoup plus facile à gérer en fait de notre côté. Alors, il y a aussi un service, les carpenters, les menuisiers, on a aussi des mécanos, on a quand même un certain nombre de spécialistes à Borin qui font les productions. Là, ça peut être intéressant parce que pour les cercueils UK, c'est ici que ça va être produit. En revanche, le Canada, l'Australie envoient leurs propres cercueils. D'accord. Parce qu'il y a, comme je disais, il y a en fait une certaine importance en fait dans l'implication, dans leur implication dans le processus, et il y a un choix dans le bois qui est utilisé. Par exemple, le bois pour les cercueils canadiens, c'est de l'érable. Le Centre des visiteurs de la CWGC participe chaque année à des événements célébrant l'artisanat d'art, les savoir-faire de ses équipes ou commémorant la Première et Seconde Guerre mondiale. Grâce à son travail depuis plus d'un siècle, la Commonwealth War Grave Commission commémore aujourd'hui dans ses cimetières et mémoriaux autour du monde plus d'1 700 000 individus issus du Commonwealth, dont 575 000 en France. Placés le long de l'ancienne ligne de front et sur les lieux de bataille marquantes, vous découvrirez une partie de leurs plus beaux sites à visiter sur leur site internet cwjc.org. Cette série de podcasts est réalisée dans le cadre d'Au-delà de nos frontières, une opération qui rassemble près de 35 manifestations à découvrir dans l'ensemble des Hauts-de-France et en Belgique et est proposée par 30 membres du réseau Procitec. Vous retrouverez la programmation sur procitec.asso.fr. Encore un grand merci aux intervenantes et aux étudiants Emma Lévy et Alexis Pernet du master Expographie et Muséographie de l'Université d'Artois qui ont réalisé cette collecte de témoignages oraux pour le réseau Procitec.